375 voix sur 383 votants. Mercredi, à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, qui tiendra désormais le marteau, a réalisé bien plus qu'un sacre, un plébiscite. Triompher, oui, mais à quelles conditions, à quel prix? L'opinion publique, personne n'a encore oublié l'invalidation spectaculaire d'Henri Thomas Lokondo, l'absence plus que remarquable de l'opposition parlementaire lors de ce scrutin. Entre privilégier la parité et sacrifier la démocratie, la coalition FCC Cash a-t-elle clairement fait son choix? Ce soir, dans Face à l'opinion, nous avons le plaisir de recevoir un de ceux qui sont proches de la désormais présidente de l'Assemblée nationale. Nous recevons pour vous Patrick Mouyaya Katemwe, député national réélu de Kinshasa, président du réseau des jeunes parlementaires. Il est notre invité. Honorable, merci. Bienvenue. Prenez place. Comment allez-vous? Toujours bien, merci. Il faut dire que ça n'a pas été facile de vous avoir. On a pensé vous recevoir pendant la campagne ou après la campagne. Nos agendas ne se sont pas accordés. Je n'aime pas beaucoup parler devant les caméras. C'était ça la règle, mais bon, il y a toujours un temps pour tout. Je crois que même quand on est journaliste à vie. Mais parce que justement, le métier, quand on l'exerce là où vous êtes, il est beaucoup plus facile. Poser des questions, mais les réponses sont tout aussi difficiles parce que les réponses n'appellent pas seulement de mots quand on est parlementaire, mais les réponses appellent des actes. Et malheureusement, les actes que nous posons en tant que parlementaires ne sont pas toujours perçus à leur juste valeur par ceux qui nous élisent. Et c'est ce qui justifie quelquefois que nous ne soyons pas toujours présents dans les médias parce qu'il n'y a pas comme une synergie en termes de compréhension. Il y a pourtant un dicton dans la profession, mieux faire et le faire savoir. De toute façon, pour ce qui nous concerne, les faisons savoir. Et les faire savoir ne signifie pas forcément venir sur votre plateau. Nous avons les réseaux sociaux, nous les faisons. Mais pour ce qui me concerne particulièrement, j'ai eu le temps, avant de me lancer dans ma nouvelle campagne, de faire mon bilan, de présenter ce qu'ont été mes réussites, ce qu'ont été mes échecs. Et je considère aujourd'hui que nous avons fait notre part et on va continuer les efforts que nous avons commencés pour réduire le fossé de perception entre le rôle du député et la compréhension collective que nous avons de ce travail. Malheureusement, c'est ce qui fait que à chaque élection, les taux de réélection restent très bas et j'espère qu'avec la nouvelle présidente, Janine Mabunda, qui est très ouverte sur des questions de communication, nous allons travailler effectivement à réduire davantage ces fossés. Azala Kaka, votre slogan de campagne qui vous colle Azala, désormais. Azala, Tina Souka, Tina Final, Tina Victoire, Voilà. Tina Lifobo, Diz Banabandal. Merci Voilà. beaucoup d'être venus. Tous ceux qui sont passés par ce fauteuil ont été soumis au même principe. Vous commencez par regarder votre caméra, elle est derrière moi. Faites votre profession des fois, dites au public ce en quoi vous croyez le plus cher. Moi, je crois que le Congo va se développer. Je crois que le Congo va avancer. Et je crois que nous avons fait des sacrés mouvements parce que nous avons un président de la République ici de l'opposition. Beaucoup d'experts avaient prédit du mal de tout le genre au Congo. C'est pas arrivé. Et maintenant, dans les mêmes esprits de cette alternance, nous avons pour la première fois une présidente de l'Assemblée nationale numéro 2 du pays. Je ne sais pas si les gens réalisent ce qui venait de se passer, mais je crois que le pays est engagé. Je suis jeune, j'ai toujours cru au fait que le Congo avait la vocation d'être grand. Il faut que nous posions des gestes de grandeur pour que nous puissions être à la hauteur de ce que notre pays doit devenir. Je crois à la réussite du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois à la réussite maintenant de Madame Mabunda. Je croirais aussi à la réussite du Premier ministre. Et finalement, je croirais à la réussite de tous les Congolais, y compris les amis qui sont sur ces plateaux, parce que ce sont que nos réussites individuelles qui feront que le pays puisse avancer. J'y crois et j'y crois fermement. On devrait applaudir pour sa profession des fois. Alors après le sacre de Janine Mabunda Lioko, on a fêté jusqu'au petit matin. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas fêté. Parce que je ne pense même pas qu'elle a fêté. Il y a eu sûrement une petite célébration. C'est les plus difficiles qui commencent. Au-delà des tralala qui accompagnent toujours ce genre d'événements, les plus importants... Le plus difficile n'est plus derrière nous maintenant. Le plus difficile, c'est les résultats. Il faut deliver, comme disent les anglophones. Il faut montrer au peuple c'est pourquoi vous avez été élu et il faut lui démontrer que vous n'avez pas été là, que vous n'avez pas été porté là pour vous-même, que vous avez été là pour porter la cause de plusieurs, en faisant de bonnes lois,
en assurant un bon contrôle parlementaire et en faisant de l'Assemblée cette institution finalement qui sera le miroir de toute la population congolaise. Qu'est-ce que son élection vous inspire, vous, personnellement? Ben, beaucoup de choses. Je crois que le fait qu'elle soit femme, ça va briser beaucoup de tabous. Parce que moi, j'ai toujours cru que l'intelligence, la compétence n'avait pas de sexe, n'avait pas de couleur, n'avait pas d'ethnie, n'avait pas des tribus. Malheureusement, nous sommes restés sur des tableaux, sur des caricatures. Moi, je ne vois pas Madame Mabunda comme femme, je la vois comme homme politique qui se défend, qui a des valeurs, qui a fait ses combats. Mais le sexe a dû peser dans la balance? Je crois que oui, en termes symboliques, pour briser le plafond de verre, pour montrer qu'il n'y a rien que les hommes puissent faire, que les femmes ne puissent pas faire, parce que nous tous, nous naissons avec le même prérequis. Et moi, j'ai toujours pensé, sûrement que beaucoup me contrediront, que les femmes étaient plus intelligentes que nous. J'en ai fait l'expérience à l'école. Et aujourd'hui, le plus important, ce n'est peut-être pas le sexe de la personne qui va nous diriger, ce sont les résultats. Et les résultats n'ont pas de couleur ni de sexe, et c'est ça le plus important. Elle est passée parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle était portée par le Front commun. Comment expliquer les conditions dans lesquelles il y a un concours de circonstances qui a conduit sûrement à son choix. Je n'ai pas été dans le secret de ce qui a conduit à son choix, mais je note que c'est une femme qui est compétente et qui les mérite, premièrement. Deuxièmement, les jeux politiques dans une Assemblée nationale, c'est des jeux qui sont tout tracés. Il y a la Constitution qui fixe les règles, il y a eu des élections, il y a eu une majorité, il y a eu une volonté exprimée dans la majorité de porter Mme Mabunda à la tête de l'hémicycle. C'est ce qui s'est passé, et donc le plus difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir quels sont les résultats. Les conditions de son élection sans l'opposition parlementaire? Je regrette, parce que moi je suis de ceux qui pensent que ce qui a toujours miné la politique dans ce pays, c'est l'exclusion. Moi, personnellement, je n'étais pas dans les secrets d'arbitrage de nos dirigeants au niveau du FCC, sûrement qu'ils ont des raisons, mais moi, j'aurais voulu que l'opposition, nos amis de l'opposition puissent siéger dès les premiers jours au bureau de Mme Mabunda. Nous n'y perdrons rien, au contraire, nous ferons gagner la démocratie, et on aurait eu les collègues de l'autre camp avec qui nous devons travailler, parce que ces pays n'appartiennent ni à l'opposition ni à la majorité, mais le pays appartient à tous les Congolais. Il y aura une élection partielle? Et pour faire avancer ce pays, on a besoin des intelligences de tout le monde, y compris de ceux qui nous critiquent acerbement. Élection partielle pour le poste de rapporteur adjoint? Mais nous allons finir par y arriver, parce que le poste-là ne pourra pas rester indéfiniment vacant. Henri Thomas Lokondo et son invalidation, restait spectaculaire. Vous êtes même un grand politique, on ne va pas revenir sur ces questions politiques. On peut bien y aller, parce que moi je crois qu'il faut saluer les leaderships et l'attitude de l'honorable Henri Thomas Lokondo, parce que je crois que c'est parmi ces hommes qui nous font montrer la démonstration qu'il y a un berceau de démocratie qui se développe ici, parce qu'il a toujours pris la parole. Les conditions de son invalidation, c'était un peu finalement dans la confusion, parce que les présidents du bureau provisoire a dit qu'il y avait des raisons politiques, c'était pas réglementaire. Bon, hier finalement il a désisté. Moi je considère qu'il a désisté parce que au plan réglementaire, je pense qu'il y avait débat. Moi je pense aussi qu'il aurait pu être candidat, et je ne pense pas, peut-être pas qu'il aurait forcément gagné contre Mme Mabunda. Il aurait pu être aussi un bon président de la Chambre. Oui, parce que c'est un parlementaire expérimenté, mais la politique a ses règles. Est-ce qu'aujourd'hui, comme je le disais à l'introduction, la parité l'a emporté sur la démocratie? La parité? De quelle parité vous parlez? La parité, parce que Mme Mabunda est une femme, ou parce que M. Lokondo est un homme? Je n'ai pas bien saisi le sens. Le choix de Mme Mabunda en tant que femme, on aurait pu choisir, et les conditions dans lesquelles M. Lokondo avait été invalidé. On aurait pu choisir un homme, qui qu'il soit, dans les conditions dans lesquelles des choses se faisaient à l'Assemblée nationale. Je suis sûr que la même chose qui a été faite pour Mme Mabunda aurait été faite pour elle. Il faut considérer dans ces cas que Mme Mabunda, c'est un homme. D'accord. Alors, le bureau a été mis en place. Quelles vont être les premières urgences auxquelles il devra s'attarder? Je crois que la présidente a plus ou moins donné la direction hier. Les urgences, c'est d'abord la structuration et l'organisation même du Parlement pour le rendre opérationnel. L'urgence, c'est l'approbation du programme du gouvernement, parce que nous avons perdu, entre guillemets, du temps pour certains. Il faut rattraper, le faire vite, parce que la première urgence ici, elle est sociale, et il faut que très vite nous nous mettions en ouvrage.
des jeunes parlementaires. Votre réseau, vous l'avez rencontré peu avant son élection. Que lui avez-vous dit? Nous lui avons dit d'abord, premièrement, que nous espérons qu'elle va porter l'innovation dont elle a toujours parlé. Et ce qui a été très bien pour nous, c'est que elle a pris des notes, pas seulement des notes durant la réunion, mais ce sont des notes qui ont fait partie de son discours. Et ça prouve qu'il y a une capacité, une disponibilité à écouter, à travailler ensemble. Moi qui vous parle, j'ai été au bureau provisoire de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution co-gérée. Vous êtes d'abord président avec un bureau des 7. Vous avez les commissions permanentes qui sont dirigées par des bureaux, les groupes parlementaires qui sont dirigés par des bureaux, l'organe des décisions, pratiquement, c'est la conférence de présidents, il y a tout le monde. C'est une institution où seul vous ne pouvez absolument rien faire. Et je crois que l'esprit dont Mabunda fait montre durant cette campagne donne des indications sur le travail qu'il fera. En tout cas, moi, je considère que nous sommes sur la bonne voie. Patrick Mouyaya Katemwe, ce soir, dans Face à l'opinion, vous allez être interrogé par l'opinion, ici représentée par ces quelques Quinois et Quinois qui ont bien accepté de venir vous poser des questions. Monsieur, qui se lance le premier? Vous vous présentez, vous posez votre question, essayez d'être le plus bref possible. Monsieur Patrick Mouyaya. Vous mettez debout pour qu'on vous file? Pardon, debout? Oui. Je suis le Petit Bailly, journaliste au groupe de presse L'Avenir. J'aimerais savoir quel le critère qui a concouru à ce qu'on puisse donner seulement le poste de rapporteur adjoint à l'opposition. Parce que, peut-être par le calcul numérique, on a vu que la majorité était écrasante, pouvait donner les 6 postes du bureau et réserver un seul poste à l'opposition. Mais c'était sur base de quels critères? Que ce poste qui a été réservé à l'opposition ne peut être que celui du rapporteur adjoint. Je ne saurais pas vous répondre parce que je n'ai pas été dans les débats ou dans les discussions qui ont conduit à ces répartitions parfois mathématiques. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, on aurait donné au mandat, à la législature passée, les deuxièmes vice-présidents étaient de l'opposition. Le rapporteur adjoint était de l'opposition. Peut-être que dans le comptage, les rapports de force ont fait que il y a un coefficient 1+ qu'on divise par 71 parce qu'il y a 7 postes au niveau du bureau. On divise 500 par 7, ça fait à peu près 71 pour avoir un siège au bureau de l'Assemblée. Après, il y a un coefficient pour avoir un membre du bureau. C'est des calculs mathématiques auxquels je n'ai pas participé parce qu'on parlait des décimales, on parlait de ceci, de cela. Même pour moi, personnellement, on aurait pu avoir un opposant rapporteur, deuxième vice-président. Pour moi, ça n'aurait rien changé. On a été glouton. Il y aura la dynamique populaire. Glouton, je n'irai jusque pas à dire ça, mais la politique a ses règles, la politique a ses jeux, c'est des intérêts. Et à ce niveau-là, les choses se sont gérées de cette façon. Mais je crois que dans l'attitude de nos amis de l'opposition, ça va nous donner matière parce que ça fait tache d'huile que de commencer une législature avec un bureau incomplet. Il faut le compenser, sûrement qu'on trouvera d'autres mécanismes à travers les commissions parlementaires pour donner un peu plus à nos amis de l'opposition et amener l'équilibre nécessaire pour faire avancer le travail parlementaire. Avec une assemblée qui cesse d'être ce creuset de la démocratie. Les creusets de la démocratie ne doivent pas l'être parce qu'on les dit. Les creusets de la démocratie doivent l'être parce que nous prouvons des choses, nous disons et nous faisons des choses qui les démontrent. Et c'est ce que nous devons, à mon avis, faire. Une autre question? Monsieur, au fond. Monsieur Patrick, c'est monsieur Isaac, voilà. Quelle est la relation entre FCC Cash? Puisque les parlent d'une coalition, les autres disent une cohabitation. Et qui sera l'autorité morale de cette structure? Je pense que c'est une bonne fausse question, une vraie fausse question, parce que malheureusement, comme je vous le disais en liminaire dans cette émission, nous perdons beaucoup de temps dans les détails. Je crois que le président Kabila, au 23 janvier, à son dernier discours, a tracé la ligne. Il a dit qu'il souhaitait toutes les chances du monde à son successeur. Il a parlé de coalition. Et il a donné des indications pour la suite. Je crois que le président Kabila, là où il est, soutient le président Tshisekedi. Mais alors, dès lors que le président Kabila soutient le président Tshisekedi, les restes, pour moi, ce sont des détails. Aujourd'hui, le plus grand adversaire que nous avons s'appelle la pauvreté. Et pour affronter cette pauvreté,
nous devons nous mettre ensemble parce que la pauvreté n'attend pas. Alors, si nous, les politiques, nous continuons à perdre le temps en pensant cohabitation, coalition et tous ces tralala, le peuple n'en sera que plus déçu et dégoûté. Parce que vous avez fait la campagne, moi j'ai fait la campagne, le niveau d'hostilité que nous rencontrions quelquefois sur terrain devrait nous interpeller. Parce que la seule chose qui n'attend pas au Congo, c'est la pauvreté. C'est elle qui croît tous les jours à une vitesse exponentielle. Et quand nous, on se chamaille pour faire une coalition, une cohabitation, qu'est-ce que le peuple gagne là-dedans? Parce qu'on dit le peuple d'abord. Et je pense aujourd'hui que ce sont des... C'est un mariage. Hein? Les FCC et les CACH, c'est un mariage. Bon, vous pouvez dire que nous nous marions sous une communauté universelle de biens, séparation de biens ou communauté réduite aux acquis, mais le fait est que vous êtes mariés et que le peuple, au moment du jugement, jugera le FCC et les CACH en tant que couple. Et donc, ce serait une perte de temps que de penser que nous devons faire ceci ou cela. Hier, je crois que c'était une consécration de ce mariage parce qu'il y a les tickets, c'était un ticket FCC Cash. Et on a élu notre collègue Jean-Marc Kabon, qui est d'ailleurs membre du réseau de jeunes parlementaires. Je suis encore personnellement fier. Et donc ça donne une indication. Nous devons faire un front commun contre la pauvreté. Et pour ça, notre capitaine s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il a le soutien du président Kabila, puisque le président Kabila lui-même l'a dit. Et moi, je considère que tous les Congolais devraient soutenir le président Tshisekedi. On assiste parfois à des chamailleries entre cadres de ces... Mais ce serait rien dévoilé quand vous disiez tout à l'heure que vous, c'est YouTube, quand les autres regardent Piwi Plus ou quand ils regardent Catalina. Ça veut dire que dans aucun mariage, il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de querelles. Au contraire, c'est tout ça qui font que le mariage se cimente davantage. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que les choses prendront leur rythme et les choses iront bien parce que nous n'avons pas le choix. Nous avons perdu trop de temps. On n'a jamais été si nombreux et si pauvres. Moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont perdre le temps dans les carrés. Est-ce que vous avez l'impression que les premiers signaux envoyés par le président Tshisekedi rassurent bien évidemment dans cette lutte contre la pauvreté? Je crois que le président Tshisekedi a donné des bons signaux, mais la question ici, ce n'est pas seulement des bons signaux, mais la question ici, c'est la réalité. Il a promis de faire une croisade contre la corruption. Je crois qu'il pourra y arriver. Nous avons déjà réussi la première victoire symbolique, c'est que nous nous sommes repositionnés dans les leaderships dans la sous-région parce que nous avons fait la première alternance démocratique. Je crois que beaucoup des pays limitrophes devraient s'inspirer de ce qui a été fait ici. C'est un positionnement qui devrait nous aider à voir comment nous commençons à construire effectivement notre pays. Et les signaux donnés par les présidents Tshisekedi, à mon avis, sont rassurants. Et nous espérons qu'avec le futur Premier ministre, il y aura une vision claire et bien définie qui va mettre le pays dans la dynamique du travail. Je ne sais pas si vous avez fait très attention dans les discours de Mme Mabunda hier, elle a parlé du peuple d'abord. Je crois que c'est cette trame qui guidera la future action du gouvernement parce que le peuple, c'est pour lui que nous existons, c'est pour lui que nous travaillons et c'est pour lui que nous devons apporter vite les résultats. Et la vérité des zones toujours revendiquée par Martin Fayoulou? Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour faire les élections, il y a eu un temps pour contester, il y a un temps pour avancer. Mais tout ça, il faut l'inscrire dans le cadre de l'apprentissage démocratique. C'est l'honorable Martin Fayoulou est une personnalité politique à qui il faut reconnaître beaucoup dans le combat qu'il a fait pour la démocratie. Mais l'heure n'est plus en ce temps-là, l'heure est au travail. Une autre question, messieurs? Merci beaucoup pour la parole. Merci. Honorable, bonjour. Bonjour. Moi, personnellement, étant électeur, supposons que j'accorde ma voix à l'honorable Patrick Mouyaya. Après un temps, il s'est choisi il est élu sénateur, il va au Sénat et il laisse le suppléant à sa place. Un suppléant que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais entendu. Peut-être qu'il est sorti fraîchement de l'université, ça peut être votre fille, votre femme. Vous ne voyez pas que cette loi semble un peu saper l'espoir que les électeurs ont mis sur la personne? Je vois la pertinence de la question que vous soulevez. Moi qui vous parle durant les débats sur la loi électorale, les images existent, j'étais de ceux qui s'étaient levés pour dire non à ces formes de pratiques, parce que moraliser la vie publique suppose que nous-mêmes nous soyons exemplaires. Pour ce qui me concerne, soyez rassurés, mon épouse, elle le sait, mes enfants le sauront quand ils grandiront, ils ne seront jamais mes suppléants parce que
sauf si ils font des preuves dans le cadre d'un combat politique, dans le cadre d'un combat politique où on est sûr que, bon, voilà, nous avons milité. Mais la suppléance ne devrait pas être réservée à une fille parce que c'est elle et parce que c'est elle. C'est des types de pratiques que nous devons bannir. Et moi, je me suis levé sur ça. Malheureusement, j'ai été minorisé. Parce que dans la salle, déjà, il y avait beaucoup des collègues qui avaient leurs épouses comme suppléantes, qui les avaient remplacées et tout ça. Je ne leur fais pas le procès. Mais je crois que nous devons commencer à avancer. Et c'est parce que, justement, les peuples n'est pas très, parfois très regardant dans toutes ces choses qu'on arrive à ça. Parce que qu'est-ce que nous faisons durant la campagne? Quand je viens vous rencontrer, qu'est-ce que vous me dites? Sur quelle base vous me jugez? Honorable, on n'a pas de courant. Zoom, c'est la bise au courant. On n'a pas d'eau, donne-nous de l'eau. On a besoin d'argent, donne-nous, et puis basta. En même temps que l'honorable ne prend pas non plus le temps de dire, bon voilà, c'est tel mon suppléant, mon premier ou mon deuxième suppléant. Non, pour ce qui me concerne, mon suppléant était connu, je faisais campagne avec lui. Et donc, c'est le minimum, parce que c'est un combat que nous portons ensemble. Mais après, c'est moi qui bénéficie du suffrage directement. Lorsque je suis appelé à d'autres responsabilités, mon suppléant me succède. Ceci ne devrait pas poser un problème. Je crois que le fond de la question de notre ami, c'est de dire comment on peut laisser des femmes, des épouses, des fils, des neveux ou de je ne sais pas quoi être des suppléants de ceux qui sont censés représenter le peuple. Je pense que là, c'est une question de moralisation de la vie politique. Et je crois que les partis politiques, parce que nous sommes des candidats élus sur des listes des partis politiques. Je pense que les partis politiques devraient être plus regardants sur ces choses parce que c'est à ce niveau-là que ça se prépare. Et le président Tshisekedi, ça se murmure davantage qu'il ne voudrait pas des parlementaires dans son gouvernement. C'est ça aussi, moraliser la vie publique? Non, moraliser la vie publique n'est pas celui-là parce que vous n'allez pas dire de nos suppléants que c'est des personnes qui ne méritent pas de l'être. Il y a dans nos suppléants des personnalités qui sont rompues et tout le reste, mais c'est une question de choix politique, hein, mais il ne faudrait pas donner l'impression que vous voulez exclure ceux qui se sont battus comme lui à être élus le même jour, parce que, bon, voilà, ils sont déjà députés, ils n'ont plus le droit d'être ministres. Je pense que ce n'est pas utile, mais bon. Après, il a ses options, sûrement. Alors, on demanderait à l'honorable Vital Kamerhe de ne pas être là où il est, parce qu'il est aussi député, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, lui, c'est les meilleurs élus du pays. Il vaut 3 députés lui-même, M. Kamerhe. Alors, on dirait de lui qu'il ne devrait pas être directeur de cabinet. Moi, je pense que c'est un faux débat. Est-ce que déjà vous avez, bien sûr, des propositions de loi que vous comptez apporter au niveau de la Chambre pour cette législature? Je crois que je travaille étroitement avec le groupe d'hommes d'affaires autour du forum Makutano. Il y a des réflexions qui vont dans le sens de créer une loi qui va permettre aux Congolais d'avoir de plus en plus des parts dans les affaires, dans les entreprises qui se font. Je veux travailler dans cet esprit-là et ce ne serait pas seulement porter une loi, mais ce serait apporter une très bonne contribution dans la qualité des lois que nous adoptons et surtout en communiquant sur ce que nous faisons comme loi, parce que les peuples ici ne font pas toujours le lien entre les lois que nous adoptons et son quotidien. Il y a un principe de droit simple qui dit que les faits précèdent les lois. Mais parce que les faits précèdent les lois, les faits sont vécus où? Les faits sont vécus en société. Je vous donne l'exemple de la loi sur les baux et loyers. C'est une loi que nous avons adoptée parce qu'il y a eu trop de plaintes. Garantie 10 mois, garantie 10 mois. Mais aujourd'hui, la garantie plafonnée par la loi, c'est 3 mois. Mais combien? Rarement appliquée. Rarement appliquée par la faute de qui? Peut-être parce que vous, si vous cherchez une maison, votre bailleur vous dit, écoutez, si vous m'amenez 3 mois, vous n'aurez pas de place. Le lendemain, quelqu'un d'autre le prend. On a fait la loi, mais malheureusement, ce n'est pas une loi qui a été bien expliquée et bien comprise, ni par les bailleurs, ni par les locataires, sûrement encore moins par ceux qui sont censés le faire respecter, donc nos bourgmestres de communes. Je crois que... Est-ce que le problème, c'est avoir de nouvelles lois ou faire la promotion de celles qui existent, comment les appliquer? Non, le problème, c'est d'appliquer les lois. Une loi, quand vous l'élaborez, elle doit être connue, les gens doivent comprendre, parce que c'est des lois qui sont censées refléter les quotidiens de notre vie. À qui revient cette tâche? Nous avons une part de responsabilité en tant que parlementaires. La question suivante. Monsieur Devant, vous aurez la parole. Honorable, je suis Pierre Kabongo. Avec les slogans du chef de l'État, l'opération gagnant-gagnant, parce que vous êtes débattu pour la victoire de Janine Mabunda, qui pensez-vous gagner en retour? Opération gagnant-gagnant, c'est-à-dire? Je n'ai pas de calcul particulier en termes de gagnant en retour.
Nous avons besoin d'avoir une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale forte, qui contrôle efficacement le gouvernement et qui joue qui est les leurs. C'est ça mon cas. Les restes, les électeurs jugeront de par notre capacité à contribuer. Moi, je suis de ceux qui pensent que les calculs, il faut cesser de penser qu'il doit y avoir toujours des récompenses individuelles quand on veut faire un travail collectif. Ici, l'enjeu pour nous, c'est de faire avancer le pays. Et je crois que nous sommes dans un contexte où le pays n'est plus dans un combat pour le respect de la Constitution parce qu'elle a été. Le contexte politique a beaucoup changé. C'est un contexte qui doit nous prédisposer au développement et nous tous, nous devons nous mettre dans cette orbite. Il ne faut pas juger les personnalités politiques, c'est mon point de vue, ça a toujours été le cas, en fonction de leur appartenance politique. J'exerçais les métiers que vous exercez aujourd'hui. C'est un métier qui vous mène à tout et à tout le monde. Moi, les rapports que j'ai gardés avec les opposants d'hier, devenus au pouvoir aujourd'hui, sont restés les mêmes. Parce que moi, en regardant les uns les autres, je considère que le plus important, c'est ce que nous donnons pour faire avancer le pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la dernière législature qu'il faille rectifier cette fois? On n'a pas été très conséquent dans le contrôle parlementaire, dans les suivis de nos recommandations après les contrôles parlementaires. On n'a pas été très fort. On a été très bon dans la production législative, mais fort malheureusement, c'est des lois sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup communiqué, qui n'ont pas été bien comprises. Mais je crois que tout ça, ça procède de l'expérience. Enfin, des lois taillées sur mesure. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mais bon, une loi, quand on l'a faite, elle est au départ impersonnelle. Et ce n'est pas des lois qui ne vont bénéficier qu'à une seule personne. Malheureusement, ou heureusement. Je peux vous donner un exemple, parce que il y a eu beaucoup de choses. On a fait la révision constitutionnelle de 2011, qui avait renforcé le pouvoir du président Kabila. Mais le président Kabila n'était pas appelé à rester indéfiniment au pouvoir. Mais aujourd'hui, dites-moi, qui est bénéficiaire de tous ces pouvoirs? Ce n'est pas le président Tshisekedi qui vient de l'opposition. Qui sait si à l'époque, on pensait bien qu'il partirait. Les lois sont impersonnelles. On va prendre une autre question. Pas des dames? Monsieur, vous aurez la parole, vous aussi. Je suis Patrick Mouyaya, c'est Désiré Owamba, coordonnateur de la structure jeunesse vivante et sociale. J'aimerais savoir si aujourd'hui était la journée internationale de la vérité, quelle vérité aimeriez-vous dire aux jeunes Congolais? À quel sujet? Moi, je considère que les jeunes Congolais ont un potentiel énorme. Je suis un de ceux-là. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans ou 21 ans. J'ai fait des études scientifiques, maths physique. Avant de faire... j'ai fait l'Institut du bâtiment et de travaux publics. Je n'ai fait l'IFASIC que plus tard, parce que j'avais déjà commencé à exercer le métier de journalisme. Je me souviens qu'en 2006, j'ai fait les débats des candidats présidents de la République. Je me souviens qu'en 2006, un matin, M. Koudoura Kassongo m'a appelé pour me dire que le chef de l'État, Joseph Kabila, voulait que je sois parmi les journalistes qui devaient l'interroger. Je me souviens, à l'époque, nous étions 6 ou 4, je crois, à avoir interviewé le président Kabila. Je me souviens aussi que le doyen Kibambi Shintoa m'avait posé la question, il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais pour être là à ton âge? J'avais 24 ans en 2006. Et je lui ai dit que dans les ciels, il y a toujours de la place pour les étoiles. Et toutes les étoiles brillent. Je considère que mon exemple est un exemple parmi plusieurs. Fort malheureusement, nous faisons très peu de publicité sur le jeune Congolais qui font des choses pour avancer. Fali Ipupa, c'est un des brillants jeunes Congolais que nous avons ici, mais il y en a beaucoup qui le sont aussi dans l'écriture, dans l'économie, comme par exemple M. Dandy Matata, que les gens ne connaissent peut-être pas. Et il y en a plusieurs qui font de superbes bonnes choses que les médias ne montrent pas, parce que les médias, pour la plupart, c'est peut-être pas le cas pour vous, beaucoup des médias se plaisent à ne relayer que la polémique et à ne relayer que le visage de la société qui n'est pas bonne. Nous faisons nous-mêmes du Congo bashing en interne. Moi, je suis producteur d'une émission qui s'appelle Jeunes pour Jeunes, qui passe sur une chaîne concurrente, B1 Télévision, où nous avons créé une plateforme où les jeunes rencontrent les aînés pour créer un temps de dialogue intergénérationnel et un temps de dialogue intragénérationnel pour voir comment ensemble nous réfléchissons sur le pays que nous voulons construire. Enfin, les dames. Hein. Madame, au fond bon, allez-y, comme vous avez déjà dit. Amy Satoun, étudiante à l'IFASI. Honorable, quel est le point clé de votre parcours politique? C'est-à-dire ce qui vous a le plus marqué?
dans votre parcours? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais je ne crois pas qu'il y aura plus grande chose qui me marque, comme la confiance que me témoignent les Congolais, les électeurs. Votre élection? Nous étions, ma première élection d'abord, j'étais jeune, j'avais 28 ans. Des gens par milliers se sont déplacés pour me faire confiance. C'était une grosse charge. Et c'est pour ça que je m'étais astreint à l'obligation rare, fort malheureusement, de rendre compte au terme de mon exercice de ce que j'ai fait de leur mandat. Mon mandat a été renouvelé, j'en suis encore honoré, mais j'espère toujours pouvoir le mériter. Madame, enfin vous? Oui, merci pour la parole. Je suis Dorcas Thomas, journaliste ici à la RTGA. Honorable, j'aimerais savoir l'une des phrases qui m'a beaucoup plu chez vous. Je l'ai entendue une fois, bien sûr. Vous avez dit que le Congo n'est pas un chantier, mais plutôt un projet. Je l'ai déjà entendu de vous. Mais dites-nous, vous êtes élu, vous êtes réélu également député national. Vous prenez pour la jeunesse, bien sûr. On nous a dit au début que vous êtes président du réseau des jeunes parlementaires. Du réseau des jeunes parlementaires. Dites-nous, à ce stade, qu'avez-vous déjà fait face à la jeunesse, à notre jeunesse congolaise qui se meurt dans le chômage? Il n'y a pas d'emploi, il y a plein de trucs qui rongent notre jeunesse. Qu'avez-vous déjà fait? Et dites-nous également quel est votre bilan pour votre double mandat, si je peux le dire. Et puis, votre combat ne se limite qu'à la RDC, soit vous pensez vous étendre également dans toute l'Afrique. Merci beaucoup pour la question. De toute façon, quand je disais que le Congo n'était pas un chantier mais un projet, parce que il faut savoir quel pays nous voulons construire. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président, des nouvelles institutions. Il faut savoir où on veut aller. On ne va pas se lever un matin, on dit on fait ceci, on fait cela. On est toujours un projet il ou faut on est maintenant avoir un une chantier? vision. Il faut avoir une vision. Le projet vient avant le chantier. Vous voulez construire une maison, vous appelez un architecte, il vous fait le projet, et à partir du projet, vous dites j'adopte, et puis le lendemain, vous commencez. On a évolué maintenant? Je crois que on attend la vision du président Tshisekedi, je vous dirai si on a évolué ou pas. Parce que nous devons dire quel pays nous voulons construire. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup de moyens, alors il ne faut pas qu'on se perde. Il faut faire de choix stratégiques. Les choix stratégiques, pour moi, c'est principalement l'éducation, la formation et l'emploi de jeunes. Parce que Madame Dorcas m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour les jeunes? Moi, je ne suis qu'un simple individu, une simple entité. Les questions de jeunes ne pourront trouver des réponses durables que de manière structurée. Mais pour ce qui me concerne personnellement, ceux qui les savent, en 2014, je crois, j'étais les premiers à organiser un concours de Startup Weekend. Parce que vous savez, aujourd'hui, les travails des jeunes, c'est beaucoup dans les technologies de l'information et de la communication. Oui. Et je vous épargne de la liste de ce que j'ai pu individuellement apporter comme résultat. Moi, je crois avoir permis à une centaine de jeunes Congolais de trouver de l'emploi. Je ne les recense même pas parce que je considère que c'est des choses qui devraient se faire de manière naturelle. Aujourd'hui, ce que nous devons faire de plus durable, c'est de nous assurer que nous donnons le moyen à l'État de répondre efficacement et durablement à ces questions. Parce que moi, je considère qu'il y a presque autant de jeunes en dehors du système d'enseignement qu'au-dedans. Aujourd'hui, qui sont majoritaires dans les groupes armés? Ce ne sont pas les jeunes. Dites-moi combien de jeunes vont à l'école. Moi, je suis de ceux qui pensent que le développement est une notion quantitative avant d'être qualitative. Vous ne pouvez pas penser faire le développement si vous ne maîtrisez pas la quantité. Et j'observe que de ce côté-là, c'est notre plus grand échec. Au Congo, à Kinshasa, nous avons à peu près une moyenne de 1000 bébés, 1000 nouveau-nés par jour. Et dans le pays, nous avons une moyenne de 2 millions de nouveau-nés par an. Qu'est-ce que nous en faisons? Ceux qui existent, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les structures d'encadrement? Combien de jeunes devraient être à l'école? Ils n'y sont pas. Pourquoi continuons-nous à avoir cette démographie si croissante alors que nous ne pouvons pas répondre aux besoins sociaux de base? C'est des réflexions profondes que nous devons faire parce que nos choix collectifs, nos choix individuels conditionnent les destins collectifs. Par exemple, limiter les naissances? Écoutez, il faut prendre des mesures courageuses. Si cela passe par la limitation des naissances, pourvu que tant que c'est bien encadré, moi j'appuie. Nous, parfois, les gens se fâchent contre nous.
vous recevez ce matin une jeune dame qui est au 6e des humanités, dit bon voilà, moi j'ai pas d'argent pour faire des moyens pour faire participer aux examens d'État aux épreuves. Ok? Si vous ne lui donnez pas, elle part, elle est frustrée. Mais vous ne pouvez pas lui dire que la veille vous avez donné à 6, 7, 8 ou 9, 10. Et on nous déteste parfois comme ça parce que certains parents, à tort ou à raison, pensent que nous devons être les prolongements, leur prolongement, parce qu'eux, ils n'ont pas pu pourvoir aux besoins de leurs enfants. C'est les députés qui doivent le faire parce que j'ai voté des députés. Ce n'est pas votre travail. C'est un cercle vicieux et c'est comme ça qu'on n'avancerait pas. Parce que dans la démographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos choix individuels conditionnent les destins collectifs. Vous décidez de faire 10 enfants. Vous n'avez pas de ressources pour les nourrir, pour les envoyer à l'école, parce qu'un enfant, c'est un investissement. Et vous comptez sur les autres, ou vous comptez sur l'État. L'État que nous n'avons pas collectivement construit, parce que l'État, c'est une création commune. Vous apportez votre part, moi j'apporte ma part. Si nous, on gagne plus, il y a des mécanismes sociaux qui se mettent en place pour compenser les gaps avec les autres. C'est pour ça que quand vous allez en Occident, vous allez voir que l'enseignement est gratuit, et ça coûte cher. Les moyens de transport les plus chers coûtent le moins cher en Occident. Vous pouvez imaginer combien coûte une rame de métro? 100 à 200 millions de dollars. Mais combien coûte le coût du transport par métro? Parfois, ça dépasse même pas les 2 euros ou les 5 euros en Europe. Vous voyez que c'est parce qu'on a créé communément une entité qui nous dépasse tous, qui s'appelle l'État, et qui compense en assurant un accès gratuit aux soins de santé, un accès gratuit à l'école, et même en Belgique, il y a ce qu'ils appellent le crochet PAS ou je ne sais pas quel service, qui donne même de l'argent aux chômeurs ou aux sans-emploi. Vous voyez, et nous, cet État, nous ne l'avons pas encore construit. Et la presse attendait de vous, à la dernière mandature, de dépoussiérer la proposition de loi sur la dépénalisation du délit de presse. Nous en avons beaucoup parlé et j'espère que dans le cadre, nous y avons travaillé avec les amis du collectif 24, la loi sur l'accès à l'information et la nouvelle loi sur la presse. Nous allons continuer à y travailler, mais la dépénalisation du délit de presse ne doit pas être considérée comme un cadeau parce que moi j'ai été journaliste, dans ce que je vois du métier aujourd'hui, il y a beaucoup à redire sur beaucoup de choses. Parce que, bon, la RTGA, je ne vous ai pas entendu en grève, tant mieux, mais il faut qu'il y ait un débat national autour de la question pour voir quelle est la place que nous donnons aux journalistes, quelle est la place que nous donnons aux organes de presse et quels sont les moyens que nous mettons en place pour nous assurer que nos journalistes sont bien pris en charge, sont bien payés et vivent de leur profession. Parce que moi, je suis sidéré de voir que des journalistes... Vous savez, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Mais quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ce que nous savions, nous les savions parce que ça venait des journalistes. Les journalistes rendent un service public qui mérite d'être subventionné. Aujourd'hui, si on veut améliorer l'essor de journalistes, l'État doit s'impliquer. Faire la loi, nous ferons notre part, mais l'État doit s'assurer pour apporter une contribution substantielle dans le travail que font les journalistes. Ce qui va nous permettre, à mon point de vue, il faut changer les contenus de nos médias. Il faut aider nos médias à avoir un contenu qui rencontre les objectifs du pays. Parce que les journalistes évoluent dans le contexte du pays. Il ne faut pas penser que le journaliste est hostile au développement. Non. La dynamique du développement qui doit être créée, les journalistes doivent être sur le premier plan. Alors, il faut qu'on nous assure, qu'on s'assure que leur question est bien gérée. Parce qu'ils rendent un service très, très, très sensible. Merci. Une autre question? Vous avez déjà posé une question? Non. Allez-y. Vous aurez la parole. Honorable, je suis Mbouissadi. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait faire des réformes constitutionnelles, par exemple concernant la double nationalité? Elle s'impose. Je crois que c'est dans l'air du temps pour mettre fin à cette hypocrisie qui nous caractérise. Nous tous, chacun de nous, au moins, on a un parent étranger. Et dans l'évolution du monde d'aujourd'hui, je ne crois pas que c'est un atout pour nous de rester si conservateurs sur cette question. On doit faire une réforme sur ce sujet, mais on doit aussi avoir le courage de faire des réformes sur plusieurs autres sujets pour nous assurer que notre Constitution soit l'outil qui va nous permettre de nous développer. La même qu'on n'a pas voulu modifier la dernière. Parce qu'il y avait beaucoup de soupçons par rapport au contexte, mais je crois qu'une Constitution, on ne peut pas avoir
honte de vouloir la retoucher dès lors que ça va aider le pays à être plus fort. J'ai dit le pays. Le pays, pas les individus. Je précise. On va prendre la dernière question, les deux dernières. Allez, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, moi je suis Didier Ilunga. Je vais un peu faire un requis sur votre soutien de l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda. J'aimerais savoir sur quels critères vous êtes basé pour soutenir sa candidature. Parce qu'il y a des slogans, vous voyez les gens, lorsqu'on parle des gens qui viennent de l'FCC, soyez bref, on n'a plus beaucoup de temps. Ce sont toujours des gens qui sont mal entendus. On parle de Jeannine Mabunda, elle était réélue, elle était députée, mais on voit vous l'avez soutenue. Sur quelle base, quels critères vous êtes basé pour la soutenir? Qu'est-ce qu'elle a? D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme politique, je précise le mot homme politique, qui est compétent. Elle a fait ses preuves. Bon, maintenant je reviens sur la femme. Mais pourquoi pas en mettre une femme? Nous sommes dans une dynamique nouvelle. Le contexte a changé, nous avons un nouveau président. Et le fait que on nous propose, alors que très peu l'auraient espéré, une candidate femme à la tête de l'Assemblée. En plus, une femme compétente, je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois. Je la soutiens. Les défis sont énormes. On attend tous la nomination du Premier ministre et son gouvernement. Quel profil attendez-vous du futur Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement? Bon, écoutez, je crois que le Congo mérite d'avancer. Nous sommes dans un contexte de renouvellement. Nous sommes dans un contexte où les peuples, à travers les urnes, a exprimé sa désapprobation et sa colère. C'est une colère qui ne sera pas assouvie au bout de 5 ans. Parce que c'est une colère qui a pour soubassement la pauvreté. Si dans la symbolique, nous devons montrer au peuple que son message a été capté, il faut nommer des hommes intègres, il faut nommer des hommes compétents et il faut nommer des hommes qui, au-delà de tout, auront pour principal critère ou pour principale qualité l'amour du Congo et des Congolais. Des caciques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par cacique, mais je crois que j'ai fustigé tout à l'heure l'exclusion. Mais il faut, tout en fustigeant l'exclusion, mais il faut aussi s'assurer du renouvellement. Il faut aussi s'assurer qu'on donne de plus en plus des femmes. J'ai fait un tweet récemment pour dire que le président de la République ne devrait pas, par exemple, s'emprisonner dans la seule logique des partis politiques pour former son gouvernement. Pourquoi les présidents ne regarderaient pas ailleurs? Nous avons tellement de Congolais brillants ailleurs et qui peuvent venir renforcer les gouvernements. On ne doit pas simplement se dire, nous, c'est les FCC, pas nous, c'est les cash. Les pays n'appartiennent pas seulement au FCC, au cash, même si c'est par un jeu, les jeux politiques. Mais le gâteau est trop petit déjà. Moi, je suis vraiment de ceux qui sont contre cette perception de choses. Quand on voit un pays comme un gâteau, ça veut dire que nous n'allons que bouffer. On va à la mangeoire. Il ne faut pas les prendre comme ça. Ce n'est pas vous que je cible dans les 10 ans. Oui. Il faut considérer que ce sont des responsabilités. Autant on peut penser que Mme Mabunda est heureuse d'être là où elle est, sûrement, parce que dans un parcours, c'est important, mais c'est les débuts peut-être du cauchemar, parce qu'il y a des attentes interminables, il y a des contraintes, il y a des responsabilités. Elle a assez d'épaules pour supporter le fardeau. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Une dernière question. Vous allez choisir, c'est lui qui vous posera la dernière question. Ah, c'est moi qui pose Oui. Okay. Il y a 2-3 voix. 3 mains, choisissez. Mais lui, il me regarde assidûment. Donc, si je ne lui donne pas la parole, il se fâchera contre moi. Je m'appelle Franck Mouzoumo, analyste politique. Un analyste politique. Ah, déjà. Quel est votre apport pour l'amélioration de la vie sociale du Congolais? J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Moi, personnellement, en tant que Patrick Muyaya, j'ai tellement des initiatives que je porte sur le jeune. Je vous ai parlé de l'émission Jeunes pour Jeunes. Je vous ai parlé des Startup Weekend. Je ne vous parle pas des programmes de mentorat, de coaching. Et encore là, je dois aller à Lubumbashi sûrement en début de semaine prochaine pour aller parler aux jeunes. Je crois que le point le plus important que moi je peux apporter, c'est mon parcours. C'est les témoignages de mon parcours. Moi, j'ai commencé par le bas
Et j'ai avancé progressivement parce que j'ai su à un moment donné capter autour de moi les ondes positives qu'il y avait. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes qui m'ont inspiré. Parce que j'ai eu l'occasion de me dire moi-même, de me définir ce que je voulais. Je crois que les jeunes Congolais devraient, avant de regarder les autres, se regarder dans les miroirs et se dire, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Le jour où vous allez découvrir votre vocation, le chemin sera plus facile. On a fini. Dernière question pour vous. Quel est votre plus grand regret? Je vous choquerai peut-être, mais je n'ai aucun regret. Parce que je considère que dans la vie, ce qui vous arrive de mal, vous arrive pour une raison donnée. Et une vie sans regret, en réalité, ne serait pas une vie. Alors, je ne parle jamais de mes regrets parce que ce sont mes regrets qui sont sûrement la base de mes réussites qui suivent. Et je reste donc optimiste à tout. On devrait applaudir pour lui. Ça n'est fini pour ce soir. Patrick Mouyaya Katemwe, député national réélu de la circonscription La Funa. Merci beaucoup d'être venu vers nous. Je vous avais dit que le temps serait très court. J'avais raison ou tort? Je pense qu'en 45 minutes, on a dit l'essentiel. Hein? Oui, c'est que vous vouliez entendre, mais je n'ai pas dit ce que moi je voulais partager. On trouvera d'autres espaces. J'espère. Vous viendrez peut-être seul. J'espère. Revenir largement sur ce que vous avez encore de plus cher. Voilà, à votre disposition. Et je pense que l'émission vous a plu. Non, mais c'est toujours bien de rencontrer et d'entendre les jeunes Congolais. J'ai entendu un jeune qui est analyste politique. Parfois, j'aimerais tellement rentrer dedans et voir un peu le contenu qu'il y a dedans, parce que fort malheureusement, on a donné l'impression dans ce pays que c'est seulement la politique qui peut vous aider à avoir droit à la cité. On devait faire un effort pour avoir du travail dans tous les domaines, analyste économique, analyste géographique, analyste cybernétique. Je voudrais tellement qu'on en ait aussi, autant qu'on en a en politique. Ceci n'est pas pour critiquer mon ami, mais c'est juste pour vous donner une indication de ce que je voudrais aussi voir à côté de la politique. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci aux téléspectateurs qui ont regardé ce programme. Merci au public qui est venu vous poser des questions. Madame, Messieurs, ça n'est fini. Face à l'opinion, on revient la semaine prochaine avec notre invité sur notre thématique. L'émission, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre plateforme digitale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.